Making. Le processus de fabriquer ou faire. Good architecture. Une architecture engagée socialement et respectueuse de l'environnement. Making good architecture. Le podcast. Bienvenue dans Making Good Architecture, un podcast qui démystifie le démarrage de pratiques architecturales émergentes. Nous sommes Éléonore Levieux et Carrie Wilbert, architectes urbanistes, cofondatrices de l'agence franco-américaine Sierra, qui se positionne à l'interface de l'architecture engagée et du projet urbain résilient. Le but de cette première saison, c'est de créer une communauté solidaire entre architectes et d'autres acteurs de la construction, dévoiler la face cachée du démarrage d'une agence et promouvoir les projets qui résonnent avec les valeurs de good architecture. Is it possible to do good and make good architecture? Est-ce possible de concevoir des projets engagés et de produire une architecture de qualité? Nous avons enregistré cet épisode dans les beaux locaux de l'agence Tonal le 15 mai 2023. Aujourd'hui, on va vous partager notre conversation avec Jeanne Meuriot et Antoine Lachaud, qui sont les cofondateurs de Tonal, atelier d'architecture français, qui met en œuvre des interventions ciblées dans le but d'orienter le regard et d'éveiller l'expérience architecturale. Vous êtes en train d'enregistrer depuis où aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez décrire l'environnement et la scène? On est dans une salle de réunion des bureaux qu'on loue à Paris, donc 18e arrondissement, assez isolé du reste de l'environnement de travail, qui donne sur la rue et on a une belle lumière. Qui êtes-vous, Antoine et Jeanne? Est-ce que vous pouvez faire une présentation rapide juste chacun? Jeanne, donc j'ai 34 ans, je suis architecte HMONP et j'ai mon diplôme d'architecte d'État, je l'ai eu en 2013 à l'école d'architecture de Versailles. Et ensuite, j'ai fait ma HMO-NP 5 ans après mon diplôme à l'école de Paris-la-Villette. Antoine, moi j'ai 32 ans, je suis bourguignon, donc j'ai grandi en Bourgogne. J'ai passé mon diplôme à la Villette, mon diplôme d'archi, en 2016. Ensuite, j'ai passé ma HMO-NP à la Villette aussi, en même temps que Jeanne d'ailleurs, la même année. On ne se connaissait pas encore. Et comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés en agence, l'agence d'architecture Oglo, dans laquelle moi j'ai travaillé 8 ans et Antoine a travaillé là-bas pendant 3 ans. Oglo, c'est où? C'est à Paris dans le 14e arrondissement. C'est une agence qui fait pas mal de petits équipements publics, surtout dans le milieu de la santé. Comment vous avez choisi le nom Tonal? Tonal, c'est un mot qu'on a emprunté à d'autres arts, à la peinture et à la musique. On parle de couleur tonale ou de notes tonales en musique. C'est un mot qui parle de la valeur d'un élément et de son sens par rapport à un ensemble, par rapport à un rythme. On essaye, en tout cas on aime beaucoup l'idée de pouvoir, par des actions architecturales, valoriser des éléments existants ordinaires. Une construction, un paysage, un objet, et de révéler toutes leurs spécificités. Vous êtes musicien ou vous avez des musiciens dans la famille qui vous ont inspiré? Non, on trouvait ça intéressant de parler d'autre chose que juste d'architecture et éveiller un peu la curiosité sur d'autres champs, d'autres arts. Comment vous avez décidé de vous lancer à votre compte et comment vous décrivez la transition employé vers entrepreneur? C'est assez marrant parce qu'on était dans la même agence et on s'est rendu compte le même jour en discutant en fait qu'on voulait tous les deux se lancer dans une aventure entrepreneuriale et en fait on l'a fait donc au même moment mais de manière assez différente. Jeanne s'est mise à mi-temps en salarié plus elle faisait des projets à côté. Et moi j'ai décidé de lancer une société d'architecture parce que j'avais quelques opportunités de projet. C'était donc mon agence qui s'appelait Atelier Anima. Enfin, j'avais quelques amis qui étaient dans la même dynamique et on a créé un collectif qui était le collectif Sens. Ça nous a permis de créer un cadre de discussion, d'entraide, un peu d'émulation sur les sujets de lancement d'agence. C'est super intéressant comme première dynamique, mais après le format du collectif en lui-même avait ses limites et avait notamment envie d'une collaboration plus forte, une association plus forte avec quelqu'un pour partager autant les joies que les moments plus compliqués de cette aventure. On a commencé à discuter tous les deux et petit à petit on s'est mis à vraiment travailler ensemble et à lancer Tonal. Ça, c'était dans quelle année où vous avez eu cette première discussion de lancer une agence? C'était en 2022. Ouais. Donc, c'est assez récent. Enfin, on s'est dit qu'on voulait partir de l'agence où on était. Jusqu'au moment où on a commencé à discuter, il s'est écoulé 2 ans.
Donc on a chacun vraiment eu l'expérience d'être à son compte, mais de manière individuelle. Et on s'est tous les deux rendu compte que ça pouvait être plus enrichissant de continuer l'aventure à deux. Comment vous avez eu votre premier client? On a eu tous les deux des expériences différentes. Moi, j'ai eu des premières opportunités, du coup, avec les amis avec qui je montais le collectif, de faire un ou deux projets ensemble en collaboration, en plus des discussions qu'on menait à côté. C'est des projets pour des particuliers, soit de rénovation d'appartements ou rénovation de maisons. J'ai très vite, en parallèle de mon activité de salarié, fait des projets en auto-entrepreneur. D'abord où j'étais à temps plein en agence, avec de plus en plus de petites demandes, donc ça devenait de plus en plus difficile en fait de faire ça à côté. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis d'abord au 4/5e pour avoir un peu plus de temps pour faire ces projets et pas le faire que le soir après le travail ou le week-end. Et après, donc, je suis passée au 3/5e. Et c'est là, 2 ans après, donc il y a 1 an aujourd'hui, qu'on a commencé à discuter pour s'associer. Donc c'était pas prévu que ce soit ensemble. Après cette discussion, en fait, il s'est passé Peu de temps. assez peu de temps, ouais. Ouais, Quelques mois à peine, de discussion 2-3 pour mois de discussion. se rendre compte qu'on avait envie des mêmes choses, qu'on avait les mêmes ambitions architecturales, les mêmes envies de façon de travailler, etc. On partageait les mêmes valeurs, en gros. Et c'était parti, quoi. Vous partagez les mêmes valeurs, mais dans vos compétences, est-ce que vous vous trouvez complémentaires? J'ai l'impression que c'est plus dans les caractères qu'on est peut-être un peu différents. Moi, je prends plus mon temps pour prendre des décisions et Antoine, il est un peu plus fonceur Sur certains sujets, sur ouais. certains sujets. Mais du coup, il y a un bon équilibre vis-à-vis de ça. On est complémentaires sur certaines choses. On n'a pas des profils foncièrement différents ou foncièrement identiques, mais il y a quelques disparités qui sont intéressantes d'aller chercher chez l'autre quand il y a des moments où ouais, nous, on va être moins patient sur un sujet. Enfin, moi, je vais être moins patient sur un sujet, Jeanne va l'être plus. Moi, je vais être plus efficace sur un autre et Jeanne va préférer prendre son temps. C'est surtout sur le rythme de travail, ouais. Ouais, sur la façon de travailler. On a des expériences sur des projets différents qui nous ont apporté chacun des connaissances différentes. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des architectes qui ont envie de se lancer? Le premier conseil que je donnerais, c'est de s'entourer, de discuter et de prendre des conseils un peu partout pour comprendre tout ce qui va arriver, tout ce que cette aventure peut comprendre de problèmes, de chances, d'obstacles. Moi, j'ai essayé de rencontrer, avant de lancer mon entreprise, au début, la première atelier Anima, c'était de rencontrer d'autres archis pour qu'ils me racontent un petit peu comment ils avaient fait, quels étaient les obstacles qu'ils avaient rencontrés. Ça, c'était super intéressant pour se forger des convictions et savoir un petit peu comment avancer. Et puis avec Échelle 1, donc le dispositif dans lequel on s'est rencontrés, dans lequel on a candidaté, il est super bien tombé parce qu'en fait, on a commencé Échelle 1 au moment où on a commencé à travailler ensemble. Donc ça nous a permis de poser toutes les bases, de se poser beaucoup plus de questions sur tous les sujets administratifs, de développement, même d'archi, pour avancer ensemble. Donc ouais, mon conseil, ce serait vraiment de s'entourer, de poser des questions et de ne pas hésiter à aller voir des confrères et consoeurs. Moi, j'ai commencé à travailler à temps partiel pour une activité d'indépendant. J'ai trouvé ça assez difficile à tenir comme rythme. Enfin, je conseille pas en tout cas de commencer une activité pas en étant complètement consacré à ça en fait. Moi, je l'ai fait pendant 2-3 mois aussi. Le cumul d'une activité salariée avec une aventure entrepreneuriale, c'est compliqué, puisque dans les deux, on a envie de se mettre à fond, puisqu'on a des objectifs à remplir, etc. Et puis, il y a l'excitation des projets. Donc, c'est dur de faire les deux d'un point de vue de temps. Et après, il y a le côté financier aussi, avec les aides à la création d'entreprises qui sont pas les mêmes quand on est à temps partiel. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Si on commence avec une aide à la création d'entreprise et qu'on était salarié à temps plein, on a une aide qui correspond à un temps de travail à temps plein. Et du coup, quand on est au 3/5e, on a une aide qui est quand même très restreinte et on ne peut pas tenir avec cette aide-là. Comment vous avez ou est-ce que vous gérez l'instabilité financière? Est-ce que c'est cette aide justement ou c'est des économies que vous avez fait avant de se lancer? Comment vous gérez la transition financièrement? Bah, moi, du coup, quand je suis parti de l'agence où j'étais, j'ai eu une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de bénéficier des aides Pôle emploi pour la création d'entreprise.
Donc pendant 2 ans, j'étais inscrit, c'est au chômage, parce que c'est la même caisse, mais c'est les aides à la création d'entreprise. Ce qui m'a permis du coup de forger une petite trésorerie pendant ces 2 années, puisque je me versais pas de salaire. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'investir dans le temps qu'on passe, d'investir dans la communication ou de revaloriser notre capital social. Enfin, c'était une aide, en tout cas, de l'État, qui a été hyper importante et fondatrice, moi en tout cas de mon côté, pour pouvoir se lancer. Puis en plus, quand on se lance, on ne sait pas forcément comment se vendre, combien on coûte. Ce qui est pas mal avec ces aides à la création d'entreprise, c'est que pendant 2 ans, on s'offre un peu un contexte dans lequel on travaille et on compte nos heures, on se rend compte en fait de la valeur de notre travail, ce qui nous permet ensuite de faire des propositions de mission en disant en fait, un projet de ce type, je sais que je passe à peu près tant d'heures, pour me verser tel salaire, il me faudrait tant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir du recul sur ça. Et une fois qu'on appuie ces aides, on est un peu plus armé pour mieux se vendre, je pense. Est-ce que vous pouvez décrire chacun un day in the life, mais une journée typique pour vous? Ou est-ce qu'il y a des journées typiques déjà? On commence assez tôt nos journées, vers 9h. Et on se fait toujours un petit point en arrivant sur comment va se dérouler la journée, si on a des sujets à voir ensemble, et on fait un petit point rapide. En fait, on échange pas mal et le matin, on arrive, on se dit voilà, s'il y a des sujets qu'il faut qu'on traite ensemble, on les traite en début de journée et après, on passe chacun sur ce qu'on doit faire. Et en fait, on travaille à côté, donc c'est hyper facile d'organiser nos journées un peu au fur et à mesure. Il n'y a pas de journée type. Est-ce que vous avez des collaborateurs déjà ou vous envisagez d'intégrer d'autres membres dans votre équipe? Pour l'instant, on a récemment intégré une architecte freelance, mais c'est vraiment tout nouveau là. Ça fait une semaine. Pour un projet particulier, on avait un vrai besoin de renfort. On espère que ça va durer. Après, le statut de freelance, il n'est pas idéal. On aimerait bien que ça transitionne assez vite vers du salariat. Pour l'instant, là, en fait, on a pas mal de boulot, donc on avait besoin de renfort. Donc, ouais. Et donc, je pense que c'est un peu prématuré cette question, mais comment vous communiquez entre vous tous dans l'équipe? On utilise pas mal Slack pour justement, dès qu'elle a besoin de faire un point avec nous, elle nous le notifie sur Slack et comme ça, dès qu'on peut, on se libère de nos tâches respectives et on se fait un petit point. Slack, c'est pas mal parce qu'on peut facilement se poser des questions sans trop se déranger. Est-ce que vous travaillez à la maison et au bureau ou vous êtes tous les jours au bureau? Tous les jours au bureau. Tous les jours au bureau, ouais. On ne fait pas trop de télétravail. Et pourquoi vous avez fait ce choix? On a surtout fait le choix d'avoir des bureaux tout près de chez nous. Ouais. En fait, on est voisins déjà, Ouais. ce qui est très pratique. Et on a trouvé des bureaux pas loin, Juste ce qui est dans notre encore plus quartier, pratique. voilà. Donc, Et comme ça, la maison, c'est la maison et le travail, c'est le travail. Et ça marche très bien comme ça. Et est-ce que vous pouvez parler chacun un peu de comment vous gérez l'équilibre professionnel et personnel quotidien? En fait, on s'est posé un cadre d'horaire assez simple qui nous permet de se structurer, c'est-à-dire qu'on se retrouve donc tous les jours à l'agence, on commence vers 9h et on arrête de travailler à peu près à la même heure en fin d'après-midi et on essaie de faire en sorte que le privé n'empiète pas sur le pro et inversement. Donc c'est une politique qu'on a un peu mis de base, on essaie de ne pas s'arrêter et on essaie d'avoir des journées assez efficaces pour une fois qu'on part, on part vraiment et on essaie de pas trop non plus polluer l'un l'autre quand l'autre est en congé ou off, même si ça arrive forcément parfois parce qu'on a des petits sujets à traiter. Et moi de mon côté, j'ai pas d'enfant, donc mon rythme de vie est pas lié à ça. Enfin, ça arrive qu'on bosse un peu tard le soir ou je bosse un peu les week-ends, mais j'ai réussi à trouver un équilibre. Après, c'est très personnel aussi, mais j'ai un équilibre qui me va très bien. Et moi, j'ai 2 enfants en bas âge. On s'est donné tous les deux un rythme avec des horaires assez en fait, régulières et assez fixes. Et du coup, ça crée vraiment, comme Antoine disait, un cadre où à 18h, tous les jours, moi je pars. Et après, s'il y a des heures supplémentaires, elles s'offront le soir à la maison. Et on essaie d'éviter ça. Donc, le fait d'avoir ce cadre-là, ça incite un peu à être efficace et à bien organiser ses journées. Après, on fait un métier où il y a des phases. Il y a des phases où il y a un petit peu moins de travail, il y a des phases où il y a plus de travail, donc c'est quand même un rythme qui est compliqué à tenir. Parfois, c'est très intense. Et parfois, on n'a pas le choix, on bosse les soirs, on bosse les week-ends. En fait, c'est une question de proportion. On essaie de faire en sorte que ça reste une proportion convenable et que ça reste confortable. Pour l'instant, on y arrive, mais ça fait encore peu de temps, donc pourvu que ça dure. Est-ce que vous avez des astuces pour éviter le burn-out en architecture?
On n'est pas des workaholics non plus où on a envie on travaille pour le travail. On sait pourquoi on travaille, on a des objectifs. Après, nos vies privées sont hyper importantes. Là, on fait en sorte que l'un et l'autre n'empiètent pas sur l'autre sphère. Après, il y a un truc que tu as apporté, je pense, Jeanne, c'est quand on discute d'un sujet, on essaie de finir une conversation. Et ça, je pense que c'est toi qui l'as apporté, parce que moi, avant, je pouvais poser une question et puis dire on en reparle dans 2 jours. Et en fait, tu me disais bah non, on en parle là et on arrête, on n'en parle plus. Ce qui permet aussi de clore chaque sujet, de passer à autre chose et de ne pas se noyer dans une masse de sujets. On sait ce qu'on doit traiter, on le fait et on passe à autre chose. On n'empile pas les sujets, quoi. On les fait les uns après les autres. Chacun a ses propres projets et vous en parlez entre vous, ou alors parfois il y a des projets que vous faites tous les deux vraiment en tant que co-chef de projet? On n'a pas de règles, ça dépend vraiment des projets. Par exemple, un projet d'appartement, tous les choix structurants, on va les faire à 2, mais il y aura un responsable qui va faire la relation client et qui va faire vraiment plus la production, enfin vraiment. Mais tous les choix structurants, même un choix de couleur de peinture, on peut s'en parler si on trouve que c'est important dans le projet en fait. L'idée, c'est qu'on soit, même si je pense que dans tous les cas, il y aura un référent par projet, c'est qu'on soit toujours conscient de ce que fait l'autre, au courant des choix qui sont faits et partie prenante aussi, parce que l'idée, c'est pas d'être deux juste pour l'efficacité, c'est aussi de partager les idées et on aime bien aussi se poser des questions, se rassurer, parce que parfois on fait des tests et on pose la question à l'autre de dire qu'est-ce que t'en penses. Le fait déjà de poser une question à l'autre, on se rend compte parfois en posant la question qu'en fait, il y a des choix qui vont pas et c'est hyper intéressant. Donc, on est chacun référent sur des projets, mais on fait un peu quand même tout ensemble. Après, comme ça fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble, je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour l'instant, de vraiment vérifier un peu qu'on est en phase. Et après, je pense qu'on aime bien aussi savoir ce que fait l'autre, participer aussi au choix de l'autre. Là, par exemple, Jeanne a vachement suivi un projet d'appartement et elle m'a vachement impliqué dans les choix. Et c'était bien, une fois, Jeanne était en congé une semaine, je suis allé sur la réunion de chantier. C'est intéressant parce que du coup, je suis quand même au courant des sujets, je peux prendre des décisions et je me sens pas étranger au projet. En fait, les projets nous appartiennent à tous les deux et c'est cool de se sentir impliqué. Pourquoi Tonal est différente d'autres agences d'architecture et c'est quoi votre ADN? Il y a un lien aussi avec le nom qu'on a choisi, c'est aussi comment est-ce qu'on révèle un élément par rapport à son ensemble. Et on se pose souvent la question dans un projet de qu'est-ce qu'on va vouloir révéler, qu'est-ce qu'on va vouloir montrer vraiment en termes de spécificité même esthétique. Ça nous intéresse et souvent on essaye de faire ça à travers des interventions assez ciblées et efficaces pour être, on va dire, rationnel et économe dans l'acte qu'on entreprend. C'est ça qui est intéressant en archi, je trouve, c'est que l'expertise, je pense pas qu'il y ait de recette, c'est chacun a son regard et chacun met ses priorités là où il a envie de les mettre. Et c'est comme ça qu'on fait aussi l'architecture, je pense. On n'est jamais complètement expert, on est tout le temps en train d'apprendre. Même quelqu'un qui aura fait 10 projets de logement, le 11e sera jamais le même. Il aura peut-être eu un cas particulier, je sais pas. C'est toujours un cas particulier. Technique, géotechnique. En fait, c'est une accumulation d'expérience et de savoir. Vous travaillez sur quoi en ce moment et est-ce que vous avez des nouveaux projets dont vous voulez parler dans les tuyaux un peu excitants et qui vous inspirent? On travaille sur un projet de domaine viticole qui est un peu notre gros projet à côté de projets un peu plus résidentiels. C'est un endroit qui existe depuis 5 générations. C'est un domaine où les architectures sont hyper hétéroclites, que ce soit en termes de style et d'époque de construction. Et donc nos interventions vont être assez multiples, autant en rénovation lourde qu'en construction neuve. Donc c'est déjà comprendre le patrimoine bâti, le fonctionnement du lieu et ensuite créer des valeurs ajoutées qui soient cohérentes par rapport aux usages, à l'architecture et aux demandes des clients qui sont très spécifiques parce que c'est un bâtiment très technique, donc les usages sont vraiment mis en priorité dans le projet. Donc voilà, et c'est un projet qui est en Bourgogne. C'est un territoire qui nous parle beaucoup, qu'on commence à travailler et on fait du coup un travail de recherche en même temps en parallèle sur ce territoire pour bien comprendre l'héritage patrimonial traditionnel qui est présent, le comprendre pour s'en saisir et puis articuler nos projets avec les langages existants et aussi une interprétation plus contemporaine de l'acte de l'architecture, enfin de l'architecte en tout cas sur place. Ça a l'air super passionnant comme projet et thématique, mais est-ce que vous avez un client de rêve? Un projet de rêve, c'est plus un contexte idéal qui serait composé d'une maîtrise d'ouvrage professionnelle et qui ait confiance en l'équipe de maîtrise d'œuvre avec des partenaires
fiable et passionné, avec un budget cohérent. C'est vraiment des conditions idéales de projet. Et après, sur n'importe quelle thématique, nous, on fonce. Les bons moyens par rapport aux ambitions, de l'intérêt, un peu de passion et ouais, qu'il y ait de bonnes conditions quoi, pour bien travailler. Vous avez eu des super photographes de vos projets. C'était difficile à trouver des images. La photographe, c'est une amie qui travaille dans la même agence là où on s'est rencontrés avec Antoine, qui est super talentueuse et on fait appel à elle dès qu'on a un projet qui sort, on l'appelle direct. Et, Ouais. voilà. On aime beaucoup son regard et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on reçoit les photos, on est toujours content du résultat. Et dans l'exercice en tant qu'architecte, c'est intéressant d'avoir un regard supplémentaire sur ce qu'on a fait. Et celui d'Élise, qui fait pas mal de photos pour nous, du coup, est hyper cool. On aime beaucoup. C'était un peu une question subsidiaire à Tonal en 2033. Enfin, vous dites oui, que vous êtes beaucoup dans le présent. Est-ce que vous voulez grossir? Est-ce que vous voulez avoir une grande agence ou une petite agence? Est-ce que vous avez un peu un imaginaire là-dessus? En tout cas, on n'a pas d'objectif de taille d'agence. Et je pense que c'est important de très régulièrement se poser la question de là où on veut aller en fait. Je peux dire là où j'aimerais être l'année prochaine peut-être. Déjà qu'on ait une freelance là qui travaille avec nous, je trouve ça déjà un premier pas qu'il faut réussir à bien maîtriser. Et puis voilà, si ça se passe bien, si on a les projets qui demandent plus de main-d'œuvre, on se reposera la question de si on veut grandir encore ou pas. Mais... De toute façon, ce sera adapté au travail qu'on a. Et Oui. je pense qu'on a cette inquiétude, en tout cas cet objectif avec Jeanne, d'être bien structuré et de ne pas se laisser déborder par les événements. On ne veut pas avoir 15 salariés dans 2 ans, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de travailler dans des conditions qui nous vont, où on se sent à l'aise pour travailler et on verra en fonction des projets un petit peu. L'idée, c'est que dès qu'on a des projets qui nous intéressent, on fera en sorte d'avoir les ressources, je pense, pour travailler. Et c'est plutôt comme ça qu'on voit les choses. Je pose la question parce que, je sais pas comment vous faites de la prospection, si vous en faites de manière régulière ou alors si c'est plutôt les gens qui viennent vers vous. Mais c'est vrai que parfois tu maîtrises pas vraiment ce qui va arriver. Il peut arriver qu'il t'arrive 3 super projets, projets de rêve entre guillemets, que tu as très envie de faire. Et je trouve que dans notre métier, ça se pose un peu tout le temps. Finalement, c'est assez aléatoire. Je sais pas quelle est votre stratégie vous vis-à-vis de ça en termes de prospection. Du coup, est-ce que vous arrivez à vous mettre des limites? Est-ce qu'il y a des périodes où vous prospectez et vous prospectez pas? C'est un des sujets les plus durs, je trouve, quand on est en agence. C'est régulier la charge de travail. Ouais. Après, il faut pas non plus se presser à faire des projets. Là, on est dans un cas où en ce moment, on a pas mal de boulot. On a pris quelqu'un et au final, les projets se font quand même. Enfin, parfois, on peut aussi dire à un client, on a besoin d'une semaine de plus pour faire ci, pour faire ça. Enfin, ça va dans le sens du projet. Si on a besoin de temps, c'est pour faire les choses correctement. Donc, il faut aussi parfois pas hésiter à prendre le temps qu'il faut. Puis on a l'impression, en discutant avec des confrères et des consorts, c'est souvent le cas en fait. Il y a des périodes intenses et des périodes moins intenses. On s'adapte, on fait un métier où il faut être assez flexible et il faut s'adapter. Donc, Je sais pas si vous pouviez nous raconter le projet de la Maison des Sources, que je le trouve assez poétique. Ce projet, c'est la rénovation lourde d'une maison en Normandie qui se trouve donc au bord de l'Eure, sur un terrain où l'eau est vraiment omniprésente. Et donc, on a commencé un projet de rénovation avec les clients, et puis il y avait la question de l'eau qui s'est posée assez vite, puisqu'il y a un étage qui est semi-enterré, et les murs étaient très humides, et en fait, il y a de l'eau partout dans le sol. Et du coup, la question de la gestion de cette eau s'est très vite imposée. On a fait faire des études avec un bureau d'études pour comprendre comment l'eau fonctionnait, puisqu'en fait, cette maison est un ancien moulin, donc il y avait vraiment de l'eau qui venait jusqu'à cette maison. Quand elle a été transformée en habitation, il y a sûrement eu des ouvrages qui ont été créé permettant de rediriger l'eau qui va ensuite se déverser soit dans l'Eure, soit dans des bassins de culture de cresson qui se situent en aval. Donc cette question de l'eau a été très importante. On a fait beaucoup de travaux pour comprendre comment elle circulait dans le sol et on a notamment fait des ouvrages en infrastructure pour que l'eau ne vienne plus toucher la maison et que la maison devienne étanche et soit assainie. Donc il y a tout un sujet assez poétique mais qui est devenu très technique. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que donc, les ouvrages qu'on a faits sont en infrastructure. Il y a quelques éléments qui ressortent du sol et qui sont en briques et qui viennent se raccrocher au langage architectural de la maison. Mais ils ne sont pas hyper visibles, ce qui fait que le paysage
assez poétique avec l'eau qui traverse le jardin, avec l'heure, etc., demeure présent et reste poétique, alors qu'il y a une vraie complexité d'ouvrage en infrastructure. Mais c'est cette dualité, je trouve, qui est intéressante, c'est que du coup, vous cherchez à continuer à faire raconter l'histoire du site, mais par une réponse technique. Et l'eau continue de couler sous la maison. Et il y a une fenêtre de sol à un endroit, c'est un peu anecdotique, mais c'est assez intéressant de voir toujours l'eau qui coule sous la maison à l'endroit où il y avait l'ancienne roue, ce qui permet de rappeler aussi aux habitants que l'eau est toujours là, même s'ils l'entendent et ils la voient de toute façon tous les jours. Où est-ce qu'on peut vous suivre pour avoir plus d'infos et pour travailler avec vous? Sur Instagram, LinkedIn, et après on a un site internet qui est quand même le plus important parce que c'est là où il y a plus d'informations. Donc allez sur tonal-architecture.fr. C'est super beau votre site internet. C'est très épuré. J'aime beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de nous laisser votre avis et de nous suivre sur les réseaux. Vous trouverez toutes ces informations dans la bio. À très bientôt pour un nouvel épisode de Making Good Architecture.